Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles de la Côte d'Ivoire. On se souvient dans la décennie 2000 de ce pays coupé en deux, une amorce de guerre civile, un président Gbagbo refusant de reconnaître sa défaite aux élections présidentielles de 2010, sorti manu militari du pays et aujourd'hui en attente de jugement de la Cour pénale internationale. Donc 3 ans après, comment se porte ce grand pays africain? La Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest. Elle ouvre au sud sur le golfe de Guinée et l'océan Atlantique. Le pays a pour voisins le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana. Il fait 322 460 km² et il compte un peu plus de 22 millions d'habitants. La capitale politique est Yamoussoukro et la capitale économique est Abidjan. Alors, qui sont les habitants de la Côte d'Ivoire? Regardons d'abord une carte de géographie humaine. Une soixantaine d'ethnies habitent ce pays, que l'on peut découper en 4 aires ethno-linguistiques. Au sud-ouest, on trouve l'aire culturelle Krou, qui comprend notamment les Bété. Laurent Gbagbo est un Bété. Au sud-est du pays, on trouve les peuples Akan, avec notamment les Baoulés. Félix Houphouët-Boigny était un Baoulé. Dans le nord-est, on trouve le groupe voltaïque, avec entre autres l'ethnie Sénoufo. Et enfin, dans la partie nord-ouest du pays, l'aire culturelle Mandé, où vivent les peuples Malinké, mais aussi les Dioula. Alassane Ouattara est un Dioula. Les Dioula sont des commerçants, leur dialecte est donc parlé dans tout le pays. On trouve en Côte d'Ivoire une soixantaine de dialectes, notamment ceux dont vous voyez les noms là à l'écran, et le français est la langue officielle. En Côte d'Ivoire, l'islam est la religion la plus pratiquée. 39% de la population est de confession musulmane, 30% sont chrétiens et 12% sont animistes. Mais comme souvent, il y a syncrétisme et bien des chrétiens et des musulmans sont en même temps animistes. On a donc une grande diversité ethnique, dialectale, religieuse qui caractérise ce pays, mais la cohabitation n'a pas toujours été pacifique et pour comprendre la récente crise politique qui a secoué le pays, il faut faire un peu d'histoire. En 1914, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Empire colonial français depuis la fin du XIXe siècle et la colonisation a eu un grand impact sur le peuplement du pays, car le colonisateur français a besoin de main-d'œuvre. Il va aller la chercher au nord, en Haute-Volta, le futur Burkina Faso, pour faire travailler ses hommes au sud du pays, dans la côte de l'Ivoire. Il s'agit d'exploiter le bois des forêts du sud et de construire le chemin de fer entre Abidjan et l'arrière-pays. Ces groupes ethniques du Nord vont donc se retrouver au Sud pour travailler, ils vont se sédentariser et se métisser. En 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Houphouët-Boigny, ancien ministre de la France sous la 4e République, devient le premier président de la Côte d'Ivoire. Et les 3 décennies de sa présidence sont marquées par la paix entre les communautés. Alors pourquoi? Dans le sillage des transferts de main-d'œuvre que je viens d'évoquer, des centaines de milliers d'étrangers sont venus travailler puis se sédentariser dans ce pays riche. Mossi de la Haute-Volta, Maliens, Sénégalais, Guinéens, Libériens, et ces étrangers sont intégrés dans le pays grâce au droit de vote qui leur est accordé, mais aussi au droit de disposer de la terre qu'ils mettent en valeur. Le pays connaît un important développement économique, c'est ce qu'on a appelé le miracle ivoirien, et de fait, pendant 3 décennies, le pays ne connaît pas de tension entre ethnies. Mais au début des années 90, la situation se dégrade. Houphouët-Boigny meurt en 93 et des tensions politiques émergent entre les candidats à sa succession. En 94, la France impose une dévaluation de 50% du franc CFA qui vise à favoriser les exportations africaines, mais qui réduit de moitié les revenus des populations. Enfin, du fait d'une importante croissance démographique, les terres agricoles deviennent rares, ce qui crée des tensions sociales entre les communautés, et ces difficultés ont 2 conséquences. D'un côté, l'émergence de la violence politique, avec le coup d'État du général Gay en 1999, et les émeutes et les affrontements qui interviennent lors de chaque scrutin électoral. Et puis d'autre part, les tensions sociales deviennent tensions communautaires. Elles sont renforcées par l'invention du concept d'ivoirité, censé circonscrire l'identité ivoirienne.
Ce concept vise à exclure les étrangers, l'amalgame est fait avec les populations dioula du nord du pays, et l'objectif du pouvoir en place est, en fait, d'empêcher la candidature de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, d'origine dioula, aux élections présidentielles de 1995 et 2000. Et cette dernière élection est remportée par Laurent Gbagbo, d'origine bété. En 2002, Gbagbo reprend ce concept d'ivoirité pour justifier l'exclusion de dizaines de milliers d'Ivoiriens du Nord du droit de vote. Ce sera l'étincelle qui provoquera une rébellion contre le pouvoir en place. Elle occupe progressivement la moitié nord du pays, si bien que la Côte d'Ivoire est coupée en deux, avec au nord la zone occupée par la rébellion et au sud la zone sous contrôle du gouvernement. La France et la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, interviennent militairement. En 2003, une zone de non-franchissement est instaurée entre les deux zones et les protagonistes tentent de nouer un dialogue à Marcoussis, près de Paris. Le pouvoir légal de Gbagbo ne s'exercera donc que sur la moitié sud de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2007, date de la signature des accords de paix de Ouagadougou. Les violences vont reprendre en 2010 au moment de l'élection présidentielle qui oppose au second tour Gbagbo, président sortant, et Alassane Ouattara. Voici une carte qui montre les résultats du second tour en fonction des divers départements. En jaune, les départements qui ont majoritairement voté pour Gbagbo, en orange, ceux qui ont voté pour Ouattara. Eh bien, ce découpage reprend à peu près la division que le pays a connue pendant 5 ans, que je vous ai montré tout à l'heure. Ouattara remporte l'élection avec 54% des voix, mais Gbagbo refuse de reconnaître sa défaite. Et durant les 4 mois suivants, les partisans de Gbagbo et de Ouattara vont s'affronter, faisant au moins 3000 morts. Gbagbo est arrêté en avril 2011 à Abidjan par les troupes fidèles à Ouattara, avec l'aide de la France, puis transféré à La Haye. Il pourrait être jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, du fait de son implication dans les violences qui ont suivi l'élection présidentielle. Au début de l'année 2014, il était toujours en attente de procès. Bien, voilà donc pour la situation politique qu'il fallait rappeler. Or, durant cette période, l'économie de la Côte d'Ivoire ralentit, mais elle ne s'est pas effondrée, parce que ce pays dispose de nombreux atouts. Regardons d'abord les fondamentaux. Au nord du pays, on produit le sorgho, le maïs, le mil pour la consommation locale. Il y a aussi des productions exportables comme le coton ou la canne à sucre. Plus au sud, le climat équatorial est propice aux productions vivrières telles que l'igname, le riz pluvial, la banane plantain, le manioc. On trouve aussi des cultures d'exportation comme le café et le cacao. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Le secteur représente 15% du PIB du pays. Et cette région sud est aussi couverte de forêts densément exploitées. Elle produit des bois précieux ou semi-précieux. On trouve également des cultures d'EVA et de palmiers à huile qui ici ont des rendements parmi les plus élevés au monde et que les investisseurs ont commencé à développer à grande échelle. Maintenant, si on regarde le secteur minier et industriel, on voit que la Côte d'Ivoire, là aussi, dispose d'importantes ressources minières. Du fer, du nickel, de l'or, des diamants, de la bauxite, du coltan. Le pays dispose aussi de gisements de gaz et de pétrole, dont la plupart sont offshore. Ce secteur des hydrocarbures est d'autant plus prometteur que les réserves prouvées de pétrole sont probablement de 100 millions de barils et les réserves de gaz utilisables de 28 milliards de mètres cubes. Et aujourd'hui, les prévisions économiques pour le pays sont plutôt bonnes. La croissance a été de 9,8% en 2012, de 8% en 2013 et devrait être de 8% en 2014. Alors plusieurs facteurs expliquent cette relance de l'économie, notamment la réalisation de grands travaux d'infrastructure. Voici le port d'Abidjan. En 2010, il était le premier port de containers de la région de l'Afrique de l'Ouest. Il bénéficie d'une partie en eau profonde, dans la lagune Ébriée, grâce au creusement du canal de Vidri. Et maintenant que la crise politique est derrière, des travaux d'agrandissement du port et de modernisation vont pouvoir démarrer. Et un nouveau pont va être construit. Le dernier tronçon de l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan vient d'être terminé
Et donc, si l'économie se porte mieux, c'est aussi parce qu'elle est stimulée par une forte aide publique. Certains pays développés ont annulé une partie de la dette de la Côte d'Ivoire pour un montant de plus de 6 milliards de dollars. Eh bien, cette initiative restaure la confiance dans l'économie ivoirienne et aide au retour des investisseurs. De passage à Abidjan, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, avait déclaré l'heure d'un deuxième miracle ivoirien est venue. Alors peut-être, mais à l'intérieur du pays, l'insécurité demeure dans certaines régions, un très grand nombre d'armes restent en circulation. Environ 60 000 ex-rebelles ont besoin d'être désarmés et réintégrés. Ensuite, il y a beaucoup de diplômés qui sont au chômage. La réforme du foncier rural doit être conduite, mais c'est un point extrêmement sensible. Il y a la corruption qui a besoin d'être endiguée. Il y a la réforme politique. Comment réintroduire dans le jeu démocratique le parti de Laurent Gbagbo? Et puis enfin, la justice. Qui jugera les partisans de Gbagbo, mais également qui va juger les partisans, les ex-miliciens qui ont soutenu Alassane Ouattara et qui, pour certains d'entre eux, sont également passibles de la Cour pénale internationale. Sur ce pays, lisez Côte d'Ivoire, le désespoir de Kourouma de Christian Bouquet chez Armand Collin. Christian Bouquet est un géographe qui connaît très bien ce pays et qui nous a beaucoup aidé à établir ce texte pour écrire cette émission. Qu'il en soit vivement remercié. Et puis, vous pouvez lire Le crocodile et le scorpion, la France et la Côte d'Ivoire, 99-2013, de Jean-Christophe Notin, aux éditions du Rocher.